Bonjour à tous, on se retrouve maintenant en plein été pour parler des vacances à Bali. Peut-être que vous avez prévu de passer vos vacances à Bali. Et donc voici 5 conseils, ou plutôt 5 erreurs à éviter si vous avez prévu un petit séjour tropical pour vos vacances d'été. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, c'est seulement un clic, ça m'aide beaucoup. Alors, vacances à Bali, 5 erreurs que presque tous les touristes font et comment les éviter. La première erreur, c'est de conduire un scooter sans être prêt ni autorisé. C'est probablement l'erreur la plus fréquente à Bali et souvent la plus dangereuse. Louer un scooter, c'est super tentant, c'est pratique, c'est pas cher et ça donne une impression de liberté. Tu peux aller à la plage, au temple, on peut s'arrêter où on veut, mais à Bali, la route, c'est la jungle. Il y a énormément de trafic et très peu de règles. Et oui, il faut le dire clairement, la conduite à Bali, ce n'est pas pour tout le monde. Les feux ne sont pas souvent respectés, il y a des chiens qui traversent sans prévenir ni mettre de clignotant, des dodanes cachés sous le sable ou sous les feuilles, des scooters qui roulent à contresens. Bref, c'est le chaos. Et ce chaos, si tu ne le maîtrises pas, lui, il va te maîtriser. Et puis il y a le permis. Beaucoup pensent qu'un permis B suffit, mais faux. Pour conduire un deux roues à Bali, il te faut un permis international, avec la catégorie A cochée, délivré dans ton pays d'origine. Sinon, tu n'es pas assuré, et même si tu es blessé, même si ce n'est pas de ta faute, l'hôpital va te prendre en charge, bien sûr, mais la note, elle, c'est pour toi, et ça peut chiffrer à plusieurs milliers d'euros. Ce que les gens font souvent, ils louent un scooter un petit peu n'importe où, dans un petit magasin, sans casque, sans assurance et parfois sans savoir passer les vitesses. Ils roulent en tongs, torse nu et sans protection, et ils se retrouvent aux urgences pour une glissade dans le gravier ou une collision avec un pick-up. Remarquez, il y a beaucoup de boutiques de tatouages où on retrouve beaucoup de gens qui ont ce qu'on appelle le balikis, c'est-à-dire des brûlures sur une partie du corps. Et pour recouvrir les cicatrices, ils se font tatouer un palmier ou des noix de coco, si ça vous tente. Ce qu'il faut faire à la place, si tu n'as jamais conduit de deux roues en Asie, abstiens-toi. Préfère un chauffeur local, un scooter avec chauffeur que tu peux commander via Grab ou Gojek, ou loue un véhicule avec chauffeur privé. Si tu es déjà très à l'aise en moto, sois équipé, porte un casque homologué, roule doucement et évite de conduire de nuit ou sur la pluie ou après avoir bu un verre de trop. Parce que non, ce n'est pas la peine de finir à l'hôpital pour une photo en scooter, cheveux au vent. La deuxième erreur, c'est de voyager sans assurance médicale ou en croyant que tout ira bien. La deuxième erreur, sous-estimée, mais qui peut s'avérer critique, c'est de partir sans assurance voyage. Ou alors avec une carte bancaire qui ne couvre que les retards d'avion et les valises perdues. Et crois-moi, à Bali, quand tu tombes malade ou que tu te blesses, ça peut aller très vite, très fort et très cher. Un cas fréquent, la dengue. C'est viral, transmis par les moustiques, et en pleine saison des pluies, les cas explosent. Fièvre, douleurs articulaires, vomissements, déshydratation, tu te retrouves à l'hôpital en 24 heures, et sans assurance, la facture pique autant que le moustique. 1000 à 3000 euros minimum selon les soins, les analyses, bien entendu dans les hôpitaux internationaux. Enfin, si vous voulez aller dans des hôpitaux locaux, ça sera moins cher, mais vous serez soigné comme des locaux. Vous n'êtes peut-être pas habitué et pas préparé pour ça. Autre scénario, tu te coupes profondément sur du corail. Tu fais une réaction allergique à un aliment. Tu te casses le poignet en glissant. Ce ne sont pas des fictions, ce sont des choses qui arrivent chaque semaine. Et dans une clinique pour touristes, le niveau de soins est bon, très bon même. Mais il est payant, immédiat, et on ne négocie pas. La solution est simple, souscrire une assurance voyage santé sérieuse, avec une couverture médicale minimum de 100 000 euros. On vérifie qu'elle couvre bien les accidents de deux roues, faire très attention avec ça, les évacuations sanitaires et les frais hospitaliers en Asie du Sud-Est. Imprime ton attestation et garde-en une version numérique sur ton téléphone.
En cas d'urgence, tu gagnes de précieuses minutes. Et pour information, le numéro d'urgence en Indonésie, c'est le 112, mais pour une ambulance directe, c'est souvent le 118. C'est quelque chose à noter dans ton téléphone ou quelque chose dont on peut se souvenir facilement. La troisième erreur, c'est bien entendu de boire l'eau du robinet. L'eau du robinet à Bali n'est pas potable. Donc si tu te laves les dents, tu prends un café dans un petit warung, tu acceptes un verre d'eau gentiment offert, et 3 heures plus tard, c'est la course vers les toilettes. On ne le répète pas assez, l'eau du robinet à Bali n'est pas potable. Ni pour boire, ni pour cuisiner, ni même pour se brosser les dents sans précaution. Personnellement, je me brosse quand même les dents avec l'eau du robinet, mais bon, j'ai l'habitude d'avoir la diarrhée. Et pourtant, ce n'est pas l'eau elle-même qui est le plus grand danger, c'est l'oubli. On prend vite ses habitudes, se rincer la bouche à l'évier, manger des crudités rincées à l'eau locale, accepter des glaçons sans y penser. Résultat, maux de ventre, diarrhée, fièvre et parfois infection intestinale. Cure d'imodium pendant 48 heures. Encore pire, certains cafés, petits cafés locaux, utilisent de l'eau non filtrée pour faire des thés ou cafés. À l'indonésienne. Et on ne le voit pas parce que c'est chaud, ça a du goût et ça passe. Jusqu'à ce que ton estomac te dise non. Les bons réflexes à adopter, c'est de boire uniquement de l'eau en bouteille, scellée ou filtrée. En général, dans les hôtels, vous avez des bidons d'eau de 20 litres ou de voyager avec une gourde filtrante si tu veux limiter le plastique. Évitez les glaçons dans les petits warungs, isolés ou douteux, même si en général dans les plus grands restaurants il n'y a pas de problème. Et surtout, utilisez de l'eau minérale, même pour te brosser les dents. Et si malgré ça tu es touché, pas de panique, en général c'est bénin, c'est une tourista, c'est ce qu'on appelle ici la balibélie. Prévois juste une trousse de secours avec bien entendu un petit peu de smecta, des probiotiques, éventuellement un antibiotique que ton médecin t'a prescrit avant le départ. Une fois sur place, je peux conseiller d'autres solutions. Bien entendu, il y a plusieurs produits contre la diarrhée. Je pense au diapète notamment qu'on peut trouver un petit peu partout. Il y a aussi des boissons sportives comme le Pocari que vous pouvez consommer pour récupérer un petit peu d'énergie. Et vraiment, en cas de grosse diarrhée, grosse faiblesse, vous pouvez vous faire une transfusion dans quasiment toutes les petites pharmacies. Puis si vous voulez une adresse, vous pouvez me laisser un mot en commentaire. Je vous conseillerais des pharmacies pour avoir une intraveineuse en cas de grosse diarrhée et de gros problèmes intestinaux. L'erreur numéro 4, c'est de se faire avoir au distributeur automatique. On arrive à Bali, on va directement retirer de l'argent à un distributeur dans une ruelle, à Canggu, ou à l'entrée d'une supérette, sans trop réfléchir. Tu tapes ton code, l'argent sort, parfait. Tu vas boire un jus ou une bonne noix de coco, tout est normal. Et puis 3 jours plus tard, tu ouvres ton appli bancaire, 650 euros, voire tout ton compte vidé, avec des retraits en Thaïlande, en Ukraine, souvent aux États-Unis aussi. Tu viens de te faire cloner ta carte. C'est une arnaque classique qu'on appelle le skimming. Des voleurs posent un boîtier sur le lecteur de carte pour copier ta bande magnétique et une mini caméra sur le pavé numérique pour capter ton code. Résultat, une carte clonée dans la foulée sans que tu t'en rendes compte. Même sans ça, certains distributeurs ne rendent pas ta carte ou ajoutent des frais de retrait énormes sans l'indiquer. Alors pour éviter ça, il faut éviter les distributeurs isolés, non rattachés à une banque. En général, c'est ceux près des supérettes ou alors ceux qui sont dehors, dans la rue. Ne pas laisser ta carte insérée trop longtemps et ne pas vérifier les touches ou la fente de la carte. Si ça bouge, s'il y a des clignotements bizarres, faire attention. Ce qu'il faut faire à la place, c'est d'utiliser les distributeurs affiliés à une grande banque, par exemple BNI, BCA, Mandiri, et vraiment, si possible, à l'intérieur d'une agence, gardée avec des caméras et des gardes aux heures d'ouverture.
on peut toujours cacher le clavier avec sa main. Activer les notifications bancaires en temps réel pour repérer immédiatement toute activité suspecte. Et si possible, voyager avec une deuxième carte bancaire si, pour une raison ou pour une autre, ta première carte est bloquée. Il est aussi possible d'utiliser des applications pour retirer du cash, toujours dans les bons distributeurs, sans avoir à insérer sa carte directement via l'application bancaire. Et pour ça, si tu voyages avec une carte française, il faut que tu demandes à ta banque ou que tu vérifies sur ton application pour voir si la zone Indonésie est débloquée. Il arrive souvent que notre carte soit bloquée quand on a une carte française et qu'on voyage en Indonésie. Donc, je vous parle d'expérience, je me suis fait cloner ma carte 2 fois et je me la suis fait bloquer pour des raisons plus ou moins valables au moins une dizaine de fois. Donc toujours avoir une deuxième carte bancaire ou prévoir quand même un coussin confortable en cash qu'on garde à l'abri dans son hôtel pour pouvoir, en cas de coup dur, ne pas se retrouver sans argent, parce que là sinon c'est l'horreur. L'erreur numéro 5, encore une erreur très classique, il y a beaucoup de gens qui veulent faire un maximum de selfies dans des lieux dits. Prévoir trop de choses trop vite, c'est aussi le risque de rater l'essence même de Bali. C'est un classique du voyageur pressé, vouloir optimiser son séjour, caser un maximum de choses dans un minimum de jours avec un itinéraire millimétré. Peut-être que vous êtes comme ça. Lever à 6 heures, temple à 8 heures, cascade à 10 heures, plage à midi, volcan au coucher du soleil. Sauf qu'à Bali, cette stratégie finit presque toujours par l'épuisement, la frustration et l'impression de courir après une carte postale. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que Bali n'est pas une petite île plate avec des routes rapides. C'est une île montagneuse, avec des routes étroites, sinueuses, parfois, surtout quand on s'éloigne des centres, en mauvais état, et un trajet de 40 km peut rapidement te prendre 2 heures, voire plus, si tu comptes sur un cortège religieux ou des travaux, ça peut doubler. Résultat, beaucoup passent plus de temps en scooter ou en voiture qu'à profiter des lieux. Et arrivé à destination, t'es crevé, tu te poses 15 minutes pour faire une photo, puis tu repars déjà. Zéro immersion, zéro moment. Ajoute à ça la chaleur humide, le bruit, les déphasages horaires et le bruit visuel permanent. Tu risques le surmenage dès le 3e jour. Et c'est dommage, parce que Bali est justement un endroit qui t'invite à ralentir, observer, t'adapter au rythme balinais. Ce qu'il faut faire à la place, c'est choisir 2 ou 3 zones maximum pour ton séjour. Par exemple, Ubud pour l'intérieur, Ahmed pour la mer et Munduk pour la montagne. Reste plusieurs nuits au même endroit. Donne-toi le temps de te poser, de discuter avec des locaux, de revenir 2 ou 3 fois au même Warung. Intègre du vide dans ton planning. Laisse-toi une demi-journée sans programme. C'est souvent là que tu vis les meilleurs moments. Et surtout, accepte l'idée que tu ne verras pas tout, et c'est tant mieux, parce qu'à Bali, la richesse, elle est dans les détails, pas dans la liste des endroits à cocher. Et j'ajoute aussi, pensez que quand vous arrivez, vous avez fait un très long voyage en avion, vous êtes fatigué, c'est pas forcément idiot de prévoir le lendemain une journée plage ou beach club, quelque chose de très calme pour se reposer et récupérer du trajet et du décalage horaire. Voilà, c'est tout pour les 5 conseils pour votre voyage à Bali. Si vous avez d'autres idées, laissez-les-moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important et je vous souhaite un très bon voyage. Merci beaucoup, au revoir.